Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons démarrer les choses sérieuses, si je peux me permettre. Alors, tout d'abord, un prix important, qui est un prix de remerciement. Non seulement, c'est plus qu'une personne, c'est une vraie famille. Ce sont également ce cinéma indépendant, le lieu où nous sommes, le Cinéma Club de l'Étoile. Vous le savez, qui a tant souffert avec le Covid, etc. Ils m'ont accueilli mieux que n'importe qui. Je vous demande de leur faire un triomphe. J'ai le plaisir d'accueillir, pour offrir un award de remerciement à Dimitri Marguerès, s'il vous plaît. Bravo Dimitri. Un petit mot. Surtout, merci à toi David d'avoir tenu bon parce que le contexte est vraiment pas facile. On n'était même pas sûr de pouvoir encore le faire, mais finalement, je pense qu'on passe entre les gouttes, donc on est super ravis. Et je voulais surtout vous remercier à tous d'être là. Pareil, malgré un contexte qui n'est pas toujours évident en ce moment. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir du monde en salle et j'espère que ça va durer. Donc merci beaucoup et j'espère qu'on vous reverra bientôt. Merci. Merci. Merci mon cher. Bravo. Bravo, bravo. Alors, merci, bravo. Ce qui est bien, c'est que ceux qui ont un prix, en fait, ils n'ont pas le stress, hein, comme dans les Césars ou les Oscars, est-ce qu'on va l'avoir? Là, on sait qu'ils ont. Merci encore. Alors là, c'est un monsieur très particulier, c'est mon commissaire-priseur préféré. Voilà, c'est mon commissaire préféré. Quelques mots sur monsieur Jean-Pierre Oznak, je vous demande d'applaudir très fort. Alors, monsieur Jean-Pierre Oznak, son parrain n'était autre que Jacques Prévert. Vous voyez ? Son père était président d'honneur des poètes français et critiques d'art. C'est dire si Jean-Pierre Oznak, célèbre commissaire-priseur, qui est à la tête du syndicat national des maisons de vente volontaires, le CIMEV, a baigné toute son enfance dans un milieu artistique. Il est désormais reconnu mondialement comme l'un des meilleurs experts au monde des objets napoléoniens. Et chacune de ses ventes est un réel événement pour tous les amateurs. Vous êtes d'accord ou pas avec moi ? Ok. Ensuite, grâce à son travail, c'est vrai qu'on parle encore plus de Napoléon dans les JT, etc. Que ce soit au travers des événementiels, des ventes caricatives, du mécénat auprès du château pour la restauration d'une frégate impériale, autant d'initiatives qui ont fait connaître M. Jean-Pierre Oznak. Les Billy-Fontains, ses administrés lui firent aussi confiance 16 ans durant, maire adjoint à la culture de sa ville, tout en s'impliquant dans les instances professionnelles comme président du Conseil des ventes. Il a hissé son étude parmi les 10 premières de France. Chacune des ventes de la maison Oznak qui porte son nom est un véritable événement. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements, Monsieur Jean-Pierre Oznak. Venez, Monsieur Oznak. Venez, je vous en prie. Vous allez pouvoir le passer à une vente, peut-être, si un jour vous avez... Tenez, félicitations. Écoutez, merci mille fois. Allez, tenez-le parce que j'ai peur qu'il tombe. Oui. Voilà. Et tenez, je vous donne un micro si vous voulez dire quelques mots. C'est votre maison. Allez-y. Ah ben, écoutez, quelle belle introduction, hein, je suis vraiment touché. Oui, effectivement, je suis un converti tardif parce que, en fait, il n'y a que 20 ans que nous avons commencé cette aventure extraordinaire de ces ventes à Fontainebleau. Et enfin, j'avais depuis des années eu envie de faire des ventes. Chaque fois qu'il y avait une commode en acajou qui passait dans la salle des ventes, je la mettais de côté pour faire une vente. Et j'ai compris au bout des années que j'y arriverais jamais. Et un jour, j'ai lu ce livre qui m'a complètement transformé. C'est La Chambre noire de Longoud de Jean-Paul Kaufmann. Et ce jour-là, j'ai compris que tous ces bronzes de Thomire, ces commodes de Jacob, n'était en fait que le résultat d'un concept, d'un homme, d'une époque. Et du coup, je me suis intéressé beaucoup plus à l'époque qu'aux objets qu'il représentait. Et on a commencé avec les lettres, les livres, voilà. Donc c'est une aventure de 20 ans. Je crois qu'en 20 ans, j'ai tout vendu. Ses cheveux, ses chaussettes, ses chapeaux, ses dents. J'ai même vendu les costumes de la série de Christian Clavier, qui est extraordinaire dans cette série. On a vendu ses costumes aux enchères. Voilà, je crois que j'ai... Et puis, écoutez, je veux dire que moi, je m'amuse beaucoup. Plus j'avance, plus je me aperçois que je connais rien du tout. Et plus ça va, plus j'ai envie d'apprendre sur cette époque. Et en tout cas, nous vivons une aventure extraordinaire.
pourvu que ça dure. Bravo, merci Monsieur Osna. Je vous reprends ça. Et il y a, je vous la donnerai après, tenez, des petits cadeaux en plus. Voilà, on peut l'applaudir très fort, Monsieur Jean-Pierre Osna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, là maintenant, mesdames et messieurs, il s'agit d'un monsieur que, encore une fois, j'admire énormément. Pour ceux qui le connaissent, ils le lisent très régulièrement. Il s'agit de David Chantrane, que je vous demande d'applaudir. Alors, David Chantrane, il est historien, il est journaliste, il est rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier. C'est mon magazine préféré. Tenez, voilà, quelques petites copies juste ici. Vous l'avez déjà vu. Il est formidable. Alors, il s'occupe de la revue du souvenir napoléonien. David Chantrane est directeur du musée Bertrand de Châteauroux. Auteur de nombreux ouvrages, il a récemment publié Les 12 morts de Napoléon, absolument extraordinaire. Un autre livre qui s'appelle Napoléon, Les derniers témoins racontent, Napoléon empereur de l'île d'Aix et Napoléon l'icône. Il nous a donné une brillante conférence cet après-midi sur Napoléon et le cinéma, dans lequel on a aussi parlé de la formidable prestation de Monsieur Clavier. Je vous demande, c'est un grand honneur de l'accueillir, Monsieur David Chantrane, s'il vous plaît. Et voilà pour vous, David. Merci. Merci, David. Je vous en prie. Des applaudissements, s'il vous plaît. Alors un petit mot? Oui, vous. Oh. Ah, aucun intérêt, aucun intérêt. Oh non, vous m'avez déjà entendu tout à l'heure. Bon alors je vais continuer. Je voudrais juste vous remercier déjà d'être si nombreux pour cette cérémonie et puis ce beau festival. Nous avons eu la chance d'avoir, grâce à David, et je le remercie vraiment vivement, d'avoir ces deux beaux films, cet Austerlitz d'Abel Gance dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui avait mis tellement d'années à réaliser ce rêve, parce que vous le savez, Abel Gance avait réalisé le Napoléon 1927, et il avait fallu attendre 33 ans pour que Austerlitz enfin arrive sur les écrans. Donc c'était une belle initiative de projeter cet Austerlitz. Et puis ce second film que vous allez avoir la chance de revoir dans une version restaurée, Le Waterloo de Bondarchuk. Bondarchuk, le réalisateur qui avait imaginé un guerre-épée incroyable, plus de 8 heures de film, donc dans cette ambition qui était la sienne, tout à fait démesurée, et qui va donc nous projeter, David, vous allez nous projeter ce Waterloo. J'ai une pensée très émue ce soir pour 4 personnes, ou du moins une personne en particulier, ou du moins 2, et puis ensuite 2 personnes qui comptent beaucoup pour ce prix. La première personne, et Thierry, je crois, s'associera à moi, c'est Jacques Jourquin, qui nous a quittés, oui. Qui nous a quittés, et sans lequel cette folie Napoléon ne serait pas la même, parce qu'il nous a donné justement à prendre avec beaucoup de recul, et prendre beaucoup de recul sur Napoléon, c'est pas toujours évident, comme vous le savez. Donc il faut toujours se garder de notre passion dévorante. La deuxième personne, peut-être ne savez-vous pas, et d'ailleurs j'imagine que non, mais demain ce sera le centenaire de mon grand-père, qui nous a quittés il y a déjà plusieurs années, il y a près de 20 ans, et qui aurait peut-être été heureux, il y a plus de 30 ans même, qui aurait été très heureux, je pense, de voir que lorsqu'il me racontait les poèmes de Victor Hugo, mon père ce héros, au sourire aussi doux, suivi d'un Housard qui les met entre tout, enfin vous connaissez la fameuse Après la bataille, et donc c'est grâce à lui que j'ai eu cette passion pour Napoléon. Et puis 2 autres personnes, ma maman qui était conservatrice, ou du moins qui était hôtesse de musée, et qui m'a donné cette passion pour Napoléon, et puis surtout j'ai une pensée, alors cette fois-ci plus affectueuse, pour mon épouse, parce qu'elle ne me voit pas beaucoup en ce moment, c'est l'année Napoléon, mais tu vois finalement, il faut venir ici au Festival Napoléon pour me découvrir ou me retrouver, donc voilà, grâce à toi, je suis ici. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Et vous repartez et vous allez la rendre doublement heureuse, puisqu'on vous offre une montre Napoléon homme et une montre Joséphine. Merci. Voilà, félicitations David, faites attention à vous. Ah oui, attendez David, j'ai une question que je vais poser à toutes les personnes. Excusez-moi, juste un instant. Question très simple, hein. Tenez, si demain vous rencontrez Napoléon,
Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Quelle question avez-vous? Il y a une zone d'ombre, quelque chose que vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je vais répondre un peu comme Sacha Guitry qui avait fait dans un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Remontons les Champs-Élysées. Vous connaissez ce film? C'est un film de 1937, hein, c'est un vieux film. Mais Sacha Guitry, qui souvent faisait interpréter Bonaparte et Napoléon par deux comédiens différents, je parle sous le contrôle de Christian Clavier, hein, qui sait comment... Hein, vous vous rappelez que, je crois que Pierre Mondy vous avait dit, pour jouer Napoléon, c'est pas difficile, il faut regarder droit devant soi et penser à ses impôts. Hein. Je crois que c'était ça. Il m'avait dit ça, il m'avait expliqué que c'était comme ça qu'il fallait regarder droit devant soi. Sacha Guitry avait imaginé Bonaparte et Napoléon comme deux personnages totalement différents, comme l'avait d'ailleurs rappelé Pierre Larousse dans son grand dictionnaire universel du 19e siècle. Deux personnages différents, eh bien, pour répondre à la question, David, Sacha Guitry, dans ce film Remontons les Champs-Élysées, imaginait que Napoléon, arrivé déjà à la fin de son parcours, remontait les Champs-Élysées et découvrait au hasard d'une rencontre, derrière un arbre, Bonaparte. Et les deux hommes se rencontrant, eh bien, ils se disaient, mais comment se fait-il que ce soit moi, ce jeune homme, plein d'ambition, mais très fougueux, et l'autre lui disait, mais attends, c'est ça que je suis devenu? Qui a épousé, moi, Marie-Louise, alors que j'avais toujours décidé de faire le bonheur de la Révolution. C'est peut-être ça que je lui demanderais. Ouais. Comment se fait-il que cet homme qui avait tant d'ambition se soit peut-être un peu perdu dans une ambition un peu dévorante, et une ambition qui était plutôt à son prestige. Mais quand même, sans lui, 240 réformes qui n'auraient pas existé, nous ne serions peut-être pas là. Et les beaux livres que vous avez faits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va applaudir. Merci David. Merci encore. Hein. Merci David. Alors, mesdames et messieurs, vous passez un bon moment? Alors, c'est que le début, croyez-moi. Alors là, mesdames et messieurs, il faut vraiment bien que je m'applique parce que c'est un très, très grand monsieur, monsieur Thierry Lens. Je vous demande d'applaudir très fort. Alors, Thierry Lens est un historien français spécialisé dans l'histoire générale, diplomatique et des institutions ou administrations à l'époque de Napoléon. Il a enseigné le droit public et l'histoire du droit à l'université de Nancy, à l'université de Metz et au CELSA à Paris-Sorbonne. Il a également occupé pendant 12 ans les fonctions de directeur des relations extérieures d'un groupe français, à l'époque filiale de Bouygues. Il est le directeur de la Fondation Napoléon depuis juin 2000, qui a vraiment ce que vous avez fait, Monsieur Lens, avec la Fondation Napoléon, c'est juste extraordinaire. Vous arrivez à dormir un peu, non? Parce que cette année, je crois que vous n'avez pas arrêté avec Monsieur Chantran. Alors, au sein de cette institution, il dirige la publication de la correspondance générale de Napoléon, 14 volumes aux éditions Fayard. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais bravo. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur sur la promotion civile du 1er janvier 2015 et reçoit ses insignes le 30 mars au palais de la Légion d'honneur des mains de Jean Tullard. Donc là, vous recevez le prix Napoléon. C'est un petit peu au-dessus de la Légion d'honneur. Hein, je vous demande de l'applaudir très très fort, le formidable monsieur Thierry Lens, s'il vous plaît. Monsieur Thierry Lens, s'il vous plaît. Pour vous. Je vous donne un micro. Je vous le prends, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Tenez, je le prends. Bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir choisi pour recevoir ce prix. Vous avez raison, on s'est beaucoup fatigué cette année avec David, avec Pierre Banda, avec quelques autres, mais je crois que comme je l'écrivais dans le Figaro en fin de semaine, c'est finalement nous qui avons gagné, donc finalement nos efforts n'auront pas été vains. Alors comme David a déjà parlé de Jacques Jourquin et de son grand-père, moi je voudrais dédier ceci à ma mère, sans qui je ne serais rien, etc. Enfin, vous connaissez la suite. Et donc je suis très heureux d'avoir ça, et puis de le mettre dès demain à la Fondation, dans mon bureau. Comme je n'ai pas autant de prix que vous le croyez, ce sera un joli objet que j'aurai sur mon armoire. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Et alors la question que vous devez répondre, si demain vous voyez Napoléon, est-ce qu'il y a une zone d'ombre, quelque chose que vous ne savez pas? Il y a bien un truc où vous dites, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Je ne sais pas, je lui demanderai si... je ne sais pas d'ailleurs ce que je lui demanderai. Je pense que j'aurais rien à lui demander parce que je sais beaucoup plus de choses sur lui que lui n'en a jamais su. Je crois, voilà, ouais. Donc, voilà.
Non, je n'ai pas de questions particulières. En tout cas, je tiens à vous dire, je vous admire. Vous êtes vous êtes gentil. une grande science pour nous et que Dieu vous garde, monsieur Lens. Écoutez, quand vous me voyez le dimanche soir, vous devez moins m'admirer. Hein, parce non, que non, pas du tout. Si j'avais su, je me serais un peu habillé. Merci. On peut l'applaudir très fort, monsieur Lens, s'il vous plaît. Ah, attendez, la boîte, elle est ici. Ah oui, tenez, voici la boîte. Et voici pour vous, vu que vous êtes venu avec votre épouse, une montre Napoléon homme, une montre Joséphine. Et donc je serai à l'heure la prochaine Voilà, fois. vous serez à l'heure. Il est trop gentil, il est trop gentil. Alors, mesdames et messieurs, maintenant un moment, je dirais, un petit peu émouvant. Je prends mon portable, vous verrez pourquoi. C'est que, en fait, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est qu'on devait avoir ce soir monsieur Jean Tullard, que vous connaissez, on peut l'applaudir. Et monsieur Jean Tullard, qui a 87 ans, je suis un petit peu ému, excusez-moi, a fait un grave malaise. Et les médecins lui ont ordonné le repos. Voilà. Donc, je ne veux pas que vous croyiez que c'est un truc, une fausse publicité. Hein. Il m'a envoyé son mail. Il m'a demandé de vous lire. Et David, vous confirmez, hein, il voulait vraiment, vraiment venir. Il a une admiration folle pour monsieur Clavier. Je viens de le voir. Je vais vous dire ce qu'il m'a demandé de lire. Comme je le redoutais, je ne vais pas pouvoir, hélas, venir ce soir. En effet, extrêmement fatigué par l'enchaînement des manifestations napoléoniennes cette année, je viens d'avoir un grave malaise à la suite duquel je dois observer un repos complet. C'est son épouse qui écrit en son nom, Marie-Josée Tullard. J'ai été ô combien sensible à l'honneur que vous me faites et j'aurais été d'autant plus heureux de vous rencontrer. N'hésitez pas à mentionner mon total soutien à votre cérémonie. Veuillez croire, cher monsieur, à mes vifs regrets et à ma très sincère sympathie. Voilà. Donc, je voulais le remettre. Donc, on va faire comme s'il est là. On va faire comme s'il est là. Et j'appellerai David et monsieur Lens, si vous le voulez bien, pour prendre le prix. Alors, quelques mots sur monsieur Tullard, qui a 87 ans. Alors, Jean Tullard, c'est très simple. C'est le grand patron. Voilà. C'est le grand patron des historiens français sur Napoléon. C'est un grand monsieur. C'est une grande sommité. Jean Tullard est un universitaire et historien français. Il est l'un des spécialistes français de Napoléon Bonaparte et de l'époque napoléonienne, du Consulat du Premier Empire, ainsi que du cinéma. Il est reçu premier à l'agrégation d'histoire, docteur ès lettres. Il a tout d'abord été pensionnaire de la Fondation Thiers avant de devenir attaché de recherche au CNRS en 1964. Directeur d'études à l'école pratique des hautes études depuis 1965, il devient en 1981 professeur à l'Université de Paris-Sorbonne et à l'Institut d'études politiques de Paris. Président de la Société de l'histoire de Paris et d'Île-de-France, il est également président, puis président d'honneur de l'Institut Napoléon et membre du conseil d'administration de la Cinémathèque française et du comité pour l'histoire préfectorale. Il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1994, élu dans la section Histoire et Géographie au fauteuil de Roland Mounier. Il a présidé l'Académie en 2005. Depuis 2012, il préside le conseil scientifique du Figaro Histoire, que vous connaissez bien. Il a participé à plus d'une 50aine d'ouvrages qui sont tous vraiment des références, hein, vraiment. Il a reçu plusieurs prix, dont le Grand Prix Gobert de l'Académie française en 1971 et le Grand Prix national de l'histoire 1977. Donc, en l'honneur de M. Tullard, je crois que c'était votre maître, et vous étiez son élève, c'est ça. J'ai le plaisir de vous remettre ce prix en l'honneur de M. Jean Tullard. Moi, je vais prendre les montres. Ouais. Vous lui remettrez, hein. Merci. Voilà. Vous lui remettrez, bien entendu. Il vient de nous écrire, donc on est un petit peu bouleversé. C'est quelqu'un qui vraiment, je l'ai eu au téléphone, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 fois, à quel point il me disait qu'il était honoré de venir, de voir Monsieur Clavier, Monsieur Lens et Monsieur Chantran et Monsieur Osna. Donc, on a une pensée vraiment pour lui, en espérant qu'il se remette très, très vite. Alors, là, maintenant, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça va toujours? Vous êtes avec moi? OK, ça va? Alors, mesdames et messieurs, là, il faut que je m'applique. Je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Christian Clavier, s'il vous plaît. Attendez. Alors, je vais vous dire les grandes choses qu'il a faites, mais je vais juste vous résumer en une seconde
Comme mon papa était à l'hôpital pendant 1 mois, il a eu un quintuple pontage, etc. Il ne me demandait pas plus de médicaments, plus de morphine. Il me montrait le iPad, il me disait « Mets-moi un film de Christian Clavier ». Je pense que ça peut résumer l'apport que M. Clavier fait aux Français et bien au-delà. En Russie, M. Clavier est admiré. Dans le monde entier, on aime M. Clavier, on a besoin de M. Clavier. M. Clavier est vraiment dans la descente, dans la lignée directe de l'autre grand patron des comiques français, M. Louis de Funès. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est l'acteur préféré des Français. Alors, quelques mots, vraiment quelques mots, puisque on pourrait faire vraiment un festival juste autour de M. Clavier, tellement on l'aime, tellement on l'adore. Alors, avec M. Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc et Marianne Chazelle, ils fondent la troupe théâtrale du Splendide. En 1976, un premier succès arrive avec la pièce Amour, coquillage et crustacés. 2 ans plus tard, elle est adaptée au cinéma sous le titre Les Bronzés, avec Patrice Lecomte à la réalisation. Le film sort en 1978 et se hisse au sommet du box-office avec 2,5 millions de spectateurs. La troupe récidive avec un 2e volet, Les Bronzés font du ski, en 1979. Sur les planches, le Splendide cumule les succès avec les pièces Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance. En 1981, Christian Clavier tourne sous la direction de François Leterrier la comédie Les Babacools. L'acteur va faire du registre comique son domaine de prédilection. Sa collaboration avec le réalisateur Jean-Marie Poiré, qui a adapté au cinéma Le Père Noël est une ordure, est fructueuse. Le tandem se retrouve à la fin des années 80 pour Mes meilleurs copains et l'opération Corned Beef. En 1993, la consécration pour le duo arrive avec Les Visiteurs, qui totalise plus de 13 millions d'entrées. Ce qu'il faut bien comprendre quand vous entendez 13 millions d'entrées, 2 millions d'entrées, des choses comme ça, c'est que le fait qu'il y ait aujourd'hui le nom Clavier, le nom Christian Clavier sur une affiche de cinéma, ça fait vivre des dizaines et des dizaines d'acteurs. Ça fait vivre des dizaines et des dizaines de techniciens, d'exploitants comme ce cinéma. Tout ça grâce à l'acceptance, je ne sais plus comment on dit, d'un homme du niveau de M. Clavier. En 1998, il reprend le rôle dans Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, dans lequel il me semble qu'on voit un personnage Bonaparte vers la fin. Durant la décennie 2000, il enchaîne les succès Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, avec plus de 14 millions d'entrées. Les Bronzés 3, Amis pour la vie, avec plus de 10 millions d'entrées. Il multiplie les collaborations, Alain Berberian, L'Enquête Corse, Vincent Debrue, L'Antidote et Alexandra Leclerc, Le Prix à payer. Parallèlement, il incarne pour la télévision le rôle de Thénardier, Les Misérables de José Dayan. Et en 2002, il nous fait le plus grand cadeau qui soit. Il incarne avec brio le rôle de Napoléon dans le téléfilm en 4 épisodes d'Yves Simoneau. Au théâtre, il triomphe dans La Cage aux folles avec son partenaire Didier Bourdon. En 2011, il passe derrière la caméra et réalise son premier film On ne choisit pas sa famille, dans lequel il donne la réplique à Muriel Robin. En 2014, il est à l'affiche de la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est un nouveau succès au box-office, plus de 11 millions d'entrées. En 2016, il retrouve Jean-Marie Poiré pour tourner Les Visiteurs à la Révolution. En 2017, il revient à l'affiche de plusieurs films, Un sac de billes, À bras ouverts, Momo, Ibiza, Kaamelott, etc. Il a aussi joué les classiques de Molière à l'écran. Il est l'acteur populaire de référence. Et j'ai dit récemment dans la presse que parmi tous les acteurs qui ont joué le personnage complexe de Napoléon, aucun n'a d'égal du jeu de M. Clavier. Il est, hormis d'être l'un des acteurs préférés des Français, celui qui a porté le personnage de Napoléon dans une réalité historique jamais atteinte auparavant. Je suis extrêmement ému de sa présence, puisque ce qu'a fait Napoléon, ce qu'a dit M. Clavier, c'est qu'il a joué Napoléon et il a joué Bonaparte. Il n'y a jamais eu un seul film qui montrait Napoléon depuis Brienne jusqu'à sa mort à Sainte-Hélène. Également, ils ont été tournés en français et en anglais, donc je ne dis pas la performance. L'année prochaine, je tiens à vous dire, la saison prochaine, nous montrerons dans ce cinéma les 4 épisodes en entier de cette série. Merci, monsieur, merci beaucoup. Alors, avant de vous inviter,
Mon cher monsieur Clavier, nous avons une petite surprise pour vous. Je vous en prie, restez là. Et vas-y, mon cher Amine. Ce qui fait la différence entre un acteur ordinaire et un acteur extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, et ça c'est ce que je souhaite pour le réalisateur, c'est Yves Simoneau, le réalisateur de Napoléon. Savoir plus sur le personnage que le réalisateur. À un moment donné, il prend le dessus. Et le rôle du réalisateur à ce moment-là, c'est d'être un observateur, d'être certain que tout ce qui est fait est en concordance avec la ligne dramatique qu'on a dessinée, avec la dynamique de la scène, etc., mais de laisser l'acteur habiter le personnage. Je sais ce qui s'est passé avec Christian. Il habitait tellement le personnage, il buvait le même vin que Napoléon prenait. Il avait une connexion avec le personnage qui était absolue. Donc, dans un cas comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on reste un peu en recul et on observe et on guide quand c'est nécessaire. Et plus souvent qu'autrement, c'est pas nécessaire. Ce qu'il faut faire, c'est l'aider au niveau de la géographie, par exemple, de la scène. Ça, c'est important de dire qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. Une fois que ça s'est intégré, la courbe dramatique, elle a été identifiée dans la préparation. On sait où est le personnage dans sa courbe, parce que comme les scènes sont tournées dans le désordre, il faut être capable de toujours bien se situer par rapport à la courbe dramatique, le point sur lequel on s'est arrêté dans la courbe. Ça, c'est le travail du réalisateur pour aider l'acteur à bien se situer sans avoir à perdre la connexion qu'il a avec le personnage. Et c'est ce qui s'est passé avec Christian. Il habitait le personnage à un point tel qu'il est devenu Napoléon à un moment donné. Ça, c'était quand même, il mettait le costume. Et il arrivait sur le plateau, il était Napoléon. Il n'y avait pas de doute dans la tête des gens, tout ce qu'il fallait au niveau de l'environnement aussi. On était dans les corps fabuleux. Je veux dire, on a tourné à Versailles, on a tourné dans l'édifice de la Légion d'honneur. Ça a été extraordinaire au niveau de l'environnement. Donc, un acteur qui a les costumes, qui a l'environnement et qui a fait le travail de départ, tout à coup, avec le talent qu'il a, habite le personnage. Et le travail du réalisateur, c'est d'être à la bonne place au bon moment, de bien capter la performance. C'est ce que j'ai essayé de faire tout le long avec lui, avec les autres aussi, mais principalement avec le personnage de Napoléon, puisque c'était lui qui portait la série de la scène. Je pense qu'il est dans tous les plans, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est presque dans tous les plans. Donc, imaginez la responsabilité de l'acteur. Ce qui est extraordinaire dans la prestation de Christian, c'est qu'il a d'abord réussi à faire oublier les autres personnages comiques qu'il avait interprétés avant, qui étaient très très forts dans la tête des gens. Donc, il a réussi à effacer cet historique de ses interprétations et il a réussi à incarner un Napoléon qui était un Napoléon définitif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a joué Napoléon c'était Christian. On ne disait pas c'était un autre acteur qui a joué dans tel autre film, c'était Christian. Je sais qu'il y a eu des hésitations par rapport au choix de Christian pour interpréter Napoléon à cause de son répertoire. Qui précédait celui de l'interprétation de Napoléon. Mais une fois que les gens ont vu son interprétation, c'était complètement évacué, ce doute, parce qu'il a transcendé ça et il a incarné un personnage assez fort pour qu'il devienne l'image qu'on a de Napoléon. Une fois qu'on a vu la série, Napoléon, c'est lui. Aussi simple que ça. Donc, dans ce sens-là, c'est la marque d'un très grand acteur, mais c'est aussi la marque d'un grand acteur qui est passionné par son sujet, mais d'une manière exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il voulait absolument traduire ce personnage-là d'une manière parfaite. Et il a fait tous les efforts qu'il fallait pour ça. C'était pas un travail pour lui. C'était vraiment une vocation. C'est comme s'il avait été, il était né pour jouer ce personnage. Et il y avait toutes sortes d'images qui lui revenaient, dont il me parlait. Il me disait, quand j'étais jeune, mon père m'avait amené aux Invalides pour visiter le mausolée, tout ça. Et puis, c'est une histoire qu'il a avec lui depuis longtemps. C'est pas nouveau. Donc, je pense que, encore une fois, comme Napoléon, sa vision rencontre ses moyens, dans ce cas-ci, c'est un acteur qui rencontre son personnage, si je peux dire. Il y a un parallèle à quelque part. Mon cher Yves, Christian vous regarde maintenant. Vous aimeriez lui dire? Écoute, Christian,
il faut qu'on aille encore une fois manger dans cette petite salle fermée, et cette fois on parlera en français, pour pouvoir profiter un peu de tous ces beaux souvenirs qu'on a partagés ensemble. Je te remercie de la performance que tu as fait, Christian, c'est inoubliable. Bonne suite. Voilà, donc c'était Yves Simoneau. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Christian Clavier. Merci infiniment. Je vous tiens, oui, ça va me gonfler. Mais c'est très émouvant ce qu'il dit, parce que c'est un travail qui a été très passionnant avec lui, parce que il est complètement américain, hein, comme façon de travailler. Alors, comment dire, il n'y a pas d'affect avec lui. Là, il y en a beaucoup, donc je suis très ému de ce qu'il dit. Mais on a travaillé 6 mois ensemble. Et il est venu au bout de 3 mois dans ma loge dans des très très grosses journées, et il m'a simplement fait ça. Je crois qu'on fait un bon boulot. Et c'est tout. Et donc c'est très intéressant. C'est un cadreur fou, c'est un cadreur exceptionnel. Donc sa méthode de travail, c'était que le plan soit parfait, et après il découpait à l'intérieur, et puis il m'avait demandé de parler en anglais aussi vite qu'en français. C'était passionnant. Mais pour arriver à interpréter ce personnage-là, en fait, c'est assez étrange. Bon, je dois beaucoup remercier Thierry Lenz qui est là, parce qu'il m'a énormément aidé. Il m'a beaucoup parlé. C'est impossible à interpréter. Hein. Il y a beaucoup trop de compliments dans ce qu'il dit, mais c'est très émouvant. Mais on ne touche pas ce personnage-là. Hein. Et un jour, Thierry il est passé sur le tournage, et je crois que c'était à la Légion d'honneur. On tournait avec Isabella Rossellini, et il me dit... oui, on discutait comme ça. Il me dit, je crois que vous êtes beaucoup plus sympathique que Napoléon. Et c'est une indication absolument remarquable, parce que, évidemment, l'homme était... c'est Gallo qui m'avait dit ça. Je ne suis pas un napoléonien a priori, mais ce qui avait de très intéressant dans les 4 livres qu'avaient achetés Depardieu et Guérin, parce que tout part de Depardieu. Ça, je vais vous en parler un peu, je dois évidemment lui rendre hommage, et Yves aussi, puisqu'on l'a choisi ensemble, Yves avec Gérard. C'est que Gallo, qui n'était peut-être pas l'historien qui est Jean Tullard ou même Thierry, mais il avait fait 4 livres dans lesquels on disait « je » pour Napoléon. Donc ça devenait d'un coup intéressant pour nous à faire. Et en fait, quand je tourne Les Misérables à Fontainebleau, donc pas loin de chez vous, donc vous vous rappelez tous certainement, enfin je l'espère, parce que sinon la France est foutue, ce qui est le début des Misérables. Hein, il y a 28 pages sur la bataille de Waterloo, que vous allez voir après. Et de Thénardier, qui est un détrousseur de cadavres, se fait passer pour un ancien grognard de l'empereur. Et donc je suis habillé en ancien grognard de l'empereur, en train de dévaliser une maison. Et Gérard, qui ne tournait pas ce jour-là, vient me voir tourner. Et donc il est assis dans un siège qui le tient à peu près, et il me dit, au milieu de 2 prises, il me dit « Tu veux jouer Napo ?» Je lui dis « Pardon ?» Il dit « Est-ce que tu veux jouer Napo ?» Alors je réfléchis 30 secondes, parce que c'est absurde comme proposition, vous comprenez ? C'est totalement absurde. Donc comme c'est absurde, je dis oui, d'accord. Il me dit parfait. À ce moment-là, il prend son téléphone et il appelle Guérin, le producteur, il dit je crois qu'on l'a. Et par une aventure absolument stupéfiante, où là, ce qui est très très intéressant, et c'est là où on voit l'ampleur du personnage, c'est que on se met au MIP Télé dans une suite qu'on avait réservé, et défilent tous les financiers de toutes les télés du monde entier qui veulent acheter la série. Il n'y a aucun scénario. Il n'y a pas de casting. Gérard connaît à peu près l'histoire, mais relativement. Et moi, je suis là à côté où je m'intéresse beaucoup à l'histoire, parce que c'est vrai, mon père m'a emmené, ce que dit Yves est parfaitement vrai. Et donc, à chaque fois que quelqu'un rentre, Gérard fait « c'est lui, vas-y, raconte ». Et donc moi, je pars et je raconte l'histoire que j'ai lue chez Gallo en parlant de jeux et tout. Lui dit, il y aura Sophia Loren, on a eu une distribution magnifique, mais pas tous les gens qu'il citait. Et le moment le plus extraordinaire, c'est quand on est en Italie, et là, on est face à un fan de la RAI communiste, Gusberti, un personnage tout à fait étonnant avec la pipe, tout, connaisseur de Napoléon comme personne. Il veut la série.
Et donc, il veut absolument convaincre tout ce qui est le staff au-dessus d'avoir Napoléon. Alors, donc, on discute. Il me fait la même chose. Voilà, c'est lui, vas-y, raconte. Donc, il parlait bien français, donc je raconte. Et on prend 13 milliards de lire à la raille. C'est quand même quelque chose à l'époque. Donc, ils nous disent, les Italiens tout à fait sympathiques, très bien, on vous envoie le contrat. Gérard, qui est le plus fort du monde, et vraiment, hein, Gérard fait, non, c'est inutile, on va attendre, là, tranquillement. Alors, je dis, pourquoi on va attendre? On a attendu 4 heures, hein. On a pris le machin, c'était signé, on était allé se bourrer de pâtes à la Piazza del Popolo en pleurant de rire. Donc, si vous voulez, il faut penser que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette aventure, c'est que c'est une aventure extrêmement joyeuse. Parce que Gérard rêvait de jouer Napoléon, et il avait dit à Kubrick, qui avait écrit ce scénario incroyable, je voudrais le faire, et Kubrick lui avait répondu, tu n'as pas le physique, et d'autres n'ont pas le mental. Et il n'est pas arrivé à monter le film. Et donc, l'idée de Gérard a toujours été... J'ai envie de monter ça, et à l'époque, il était parfaitement précurseur, puisque c'était pas encore les plateformes, et on a fait le monde entier avec, y compris avec les Américains. Les seuls qui n'ont pas voulu de nous, et pourtant qui étaient athées, c'est les Anglais. Évidemment, le roast beef ne veut pas. Et alors, nous avions un conseiller militaire des Invalides, tout à fait bien, je m'en souviendrai toujours, qui m'avait dit, je lui demandais les plans de bataille et tout, qui m'avait dit, mais de toute façon, Waterloo, il aurait pu gagner Waterloo comme il aurait pu perdre Austerlitz. C'était toujours des coups de dés incroyables. Après Waterloo, c'est un enchaînement de choses qui font qu'il le perd. Et Wellington, mais c'est un Montgomery qui a de la chance. Il est toujours tanké dans un truc, c'est un crétin. Bon, ça m'avait fait très plaisir. Vous comprenez ? Mais ce que je voulais vous dire, je ne veux pas faire trop long, c'est que en 10 jours, on est arrivé à réunir un budget phénoménal pour ça, parce que le monde, sur le nom de Napoléon, c'est-à-dire ce qu'il représente, vous imaginez ce que c'est en 1769 que Ajaccio, c'est un cloaque, pratiquement pareil aujourd'hui, il faut être honnête, mais c'est vraiment rien. Et ce qu'il devient, c'est-à-dire le destin de cet homme, cet homme de la Révolution, c'est-à-dire vraiment, il n'est pas né avec le sang bleu, c'est ça qui intéresse le monde entier. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est pratiquement chez nous où il est le plus discuté, pour des raisons absolument absurdes, consiste à juger l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui. Donc, voilà, mais ça a été très, 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 très joyeux. Hein, ça a été une extraordinaire aventure avec des acteurs et des actrices magnifiques, parce que je suis incroyablement bien entouré, il faut le dire. Et Yves Simoneau vraiment est un metteur. 120 jours pour faire ça, 4 films, en fait 8 films, puisqu'on tournait aussi en anglais. C'était quand même le fils de Maggie Smith, Toby Stephens, Malkovich, enfin, tous les acteurs, toutes les actrices qui ont tourné là-dedans, c'était une aventure de fou. En fait, c'était un truc militaire, quoi. Il fallait conquérir le monde comme ça, et donc on ressentait des choses, voilà. Mais sinon, c'est impossible à jouer, voilà. Je crois qu'en dehors d'avoir fait Bonaparte et Napoléon, donc disons de l'âge de 25 ans à la mort, je pense que c'est... J'avais demandé à Decoing, juste avant de tourner, on était allé dîner au Grand Véfour, donc le restaurant où allait Bonaparte, et je lui avais dit, est-ce que tu peux me donner un... D'abord, la phrase de Mondi exactement, c'est, je vous le dis, c'est, il m'avait dit, je lui ai dit comment je fais, il me dit, c'est rien, tu mets le costume, tu penses à tes impôts et t'as le regard. Bon... Mais Pierrot était mon papa, il m'avait tout appris. Mais Decoing, il me dit une chose très intéressante. Il me dit, écoute, je ne peux pas te dire grand-chose, je peux simplement te dire, cet homme a accepté d'être trahi, jamais d'être déçu. Ça m'a beaucoup servi. Voilà. Bonne soirée. Attendez, j'ai une petite question, si vous me permettez. Juste une toute petite question, sans abuser de votre gentillesse, cher monsieur Clavier. J'ai une question, beaucoup de gens m'ont demandé de vous la poser, en même temps on l'a. Comment vous êtes préparé en tant qu'acteur pour faire ce rôle, si je peux me permettre, s'il vous plaît? J'ai mis le costume, j'ai pensé à mes impôts, redoutables en France, et j'ai eu le regard. Non, mais comme pour tous les autres rôles, il faut beaucoup travailler avant. Non, c'est là où Thierry... tous les historiens, c'est pour ça que je suis venu dans cette soirée, c'est-à-dire que c'est rentrer dans l'histoire qui m'a absolument passionné. Donc je me suis colleté à l'histoire de ce moment-là, qui est une histoire absolument magnifique et dans lequel la France est au centre. C'est plus ça qui m'a aidé que, je vous dis, le personnage, il est mystérieux. Il est vertigineux et mystérieux. Il vous prend par la main, vous ne savez pas où vous allez. Très, très étrange. Très étrange. Incompréhensible. C'est un mystère. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant à interpréter. Voilà.
C'est shakespearien comme personnage. Donc on peut être dans Richard III. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On se demande si le type est un parricide. Je parle de Richard III. Il a assassiné ses 2 neveux et il vous enferme et il commence. C'est très particulier. Comment vous interprétez ça? On ne sait pas. Il ne faut pas le savoir d'ailleurs, sinon vous êtes chiant. Et la même question que je me suis permis de poser à M. Lenz et M. Chantrane, si vous rencontrez Napoléon, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Quelle question vous aurez aimé lui poser? Alors c'est des trucs, c'est des petits trucs. Moi, de toute façon, ça n'a aucun intérêt comme question, mais c'est de lui dire, est-ce que quand vous êtes tombé de cheval en passant le Niémen, vous n'auriez pas dû rebrousser chemin? Voilà. Bravo. Merci, M. Clavier. Je vais juste vous remettre ça. Alors attendez, j'ai beaucoup de choses pour vous. Ah bon? J'ai tout d'abord ce très beau buste Napoléon. Voilà, alors, Monsieur Osna pourra le faire si vous voulez expertiser. On l'a pris du Louvre, hein. Dans la nuit, je suis passé par la fenêtre, je l'ai pris pour vous. C'est très beau, monsieur. Merci. Et puis, vous avez... Ah bah, il m'en manque une. Bon, je vous les donnerai après, elles sont dans le truc. Ils ont piqué. Oui. Et oui, c'est ce qu'est devenu la France. C'est terrible. Et une dernière question. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, Monsieur Clavier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pourrait reprendre le rôle de Monsieur Napoléon sur scène au théâtre? Vu que Monsieur Clavier, vous savez, a fait beaucoup de prodiges sur scène. Je suis beaucoup plus âgé que lui aujourd'hui, donc c'est compliqué. Non, vous êtes jeune éternellement, Monsieur Clavier. Non, reprendre. Non, c'était très très bien comme ça, mais non, ça se reprend pas. Sinon, vous devenez timbré. C'est autre chose. Non, moi j'aime bien mettre les costumes. J'incarne beaucoup, donc je deviens le personnage. Quand je joue Claude Vernet, je suis le personnage. Mais après, le costume passé, c'est fini. C'est l'habit fait le moine, toujours. C'est ça pour les acteurs, l'habit fait le moine. Qu'est-ce qui me fait des signes? Non, c'était le micro. Ah oui, le micro, parce que le micro ne marche pas. Mais ils m'ont entendu, ça va. On peut applaudir très fort Monsieur Clavier. Et en fait, attendez. Alors en fait, vu que Monsieur Tullard voulait absolument remettre le prix à Monsieur Clavier, mais comme je vous ai dit, vient d'avoir un grave malaise, on prie bien entendu pour son rétablissement, j'invite Monsieur Chantrane et Monsieur Lenz à vous le donner, comme ça vous l'avez. Donc je sais, c'est très protocolaire, mais on vous aime tellement et on vous admire tellement. Alors, David, Thierry. C'est pour cette raison-là que j'ai fait le personnage, parce que j'avais la taille. Jean-Pierre aussi. La taille. Jean-Pierre vient avec nous. Jean-Pierre va venir avec nous pour la remise. Jean-Pierre va venir avec nous. Oui, Jean-Pierre, venez. Voilà, Jean-Pierre va venir. Ah, mais j'ai pas. Oui. Attends, je vais mettre un peu pour l'heure. Viens, Jean-Pierre. On va se rapprocher pour les photos. Voilà. Et le prix, vous l'avez? Voilà. Jean-Pierre, venez ici. Vous avez le chèque votre prix? Super. Et ben, bravo. Les applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Excusez-nous de vous déranger. Non, on ne veut pas vous déranger. On parle de Belgique. Ah, alors ça va, vous pouvez continuer. Un pays civilisé, alors vous pouvez continuer. Oui, on va dire l'eau. N'entamons pas. Et je vous mets juste là. D'accord. Merci infiniment. Et Merci infiniment, en tout cas, de m'avoir. c'est un honneur de vous avoir. Merci. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, le film va démarrer. J'ai juste quelques petites personnes à remercier. David Markham du Napoleonic Society. Il y a même une correspondante du Pakistan qui est venue, qui sont fans de Napoléon là-bas. Je tiens à remercier Salim Tabassoum, spécial correspondante de News Pakistan en France. Il y a un appel à films dans les 2 prochaines années qui vont venir, où nous allons essayer de financer des films et documentaires prochains sur Napoléon. Je tiens à remercier toute la presse, M. Michel Gomez de la mairie de Paris, Élodie Péricot, du fond du cœur, Alexandra Chamy. Merci beaucoup, Alexandra, pour votre aide, qui est l'agent de Christian Clavier, et sa collaboratrice Marie Castelbon. Amine et Pierre-Alexis à la technique, la boutique Napoléon Souvenir avec M. Nicolas Nadel, Sylvie Dutot de Histoire Magazine, voilà le spécial Napoléon, on peut l'applaudir très fort.
Exactement, le magazine Golda, les montres Napoléon et Joséphine, les fans et le public, parce que c'est votre festival. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos idées que vous souhaiteriez faire dans les prochaines éditions. Maintenant, mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'espère qu'on n'a pas été trop long, je vous demande d'accueillir maintenant le film Waterloo de Sergei Bondarchuk dans une version restaurée. Je vous souhaite un agréable film, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.